Bonjour, mon nom est Cathy Bellefleur. Je suis doctorante en droit des biens et de la propriété à la faculté de droit de l'Université McGill. Dans un premier temps, j'aimerais remercier l'organisation de ce colloque d'avoir eu l'amabilité de m'inviter sur ce panel dédié à la thématique Justice et réalité vivante. Dans le cadre de cette courte capsule, j'ai décidé d'y contribuer en abordant les conceptions propriétaires dans les traditions inoues et civilistes. Il va de soi que je ne pourrai aller autant dans les détails que souhaité, mais je tâcherai de faire ressortir les caractères généraux des façons de concevoir la propriété au sein de ces traditions. Je me suis permis de reformuler la question soumise de la façon suivante. Justice et droit en marche devraient parvenir à refléter la réalité vivante. Ce reflet est-il uniquement celui de la culture des dominants? D'emblée, cette question fait ressortir une préoccupation majeure et au demeurant fort d'actualité. En quoi le système qui cristallise des inégalités vécues comme des injustices par une partie de la société peut-il s'adapter ou à tout le moins tenter d'y apporter une réponse à visée correctrice ou rectificatrice? D'ailleurs, est-ce le système qui est en faute ou bien ces injustices ne sont-elles que des cas d'espèce? Le positionnement que l'on aura par rapport à cela, à savoir si oui ou non, c'est bien le système qui est en cause et l'importance capitale. Comme toute erreur, afin d'être corrigée ou bien même avant même d'y songer, encore faut-il avoir au préalable identifié et qualifié la nature de l'erreur système. Tout bon juriste est conscient de l'impact que peut avoir l'omission d'un fait dans le processus de qualification juridique. C'est l'entièreté de l'analyse qui en est faussée. Prenons par exemple le cas du racisme systémique. On connaît la haute variété des réponses véhiculées dans les médias vis-à-vis cette erreur système. Ces réponses varient du déni acharné et méticuleux à sa reconnaissance catégorique et sans appel. Dans tous les cas, et cette opinion n'engage que moi, je crois que le reflet de la justice, la perception que l'on s'en fait, est conditionné certes par l'identité de l'observatrice ou de l'observateur, mais non pas condamné à l'être. Dans le temps qui m'est alloué, je proposerai quelques vues destinées à alimenter la réflexion sur la réalité reflétée par le droit. Je le ferai grâce au modèle propriétaire et je tâcherai de faire ressortir comment la différence de paradigme entre tradition inoue et tradition civiliste a donné lieu à la création de conceptions propriétaires distinctes. En premier lieu, il convient de définir ce que j'entends ici par propriété. Il s'agit d'une définition que j'ai élaborée dès le début de mes travaux, puis que j'ai peaufinée au fur et à mesure. Cette définition se lit ainsi. La notion de propriété consiste en un mode d'organisation juridique des rapports entre les êtres humains ayant pour objet l'accès ou le non-accès aux éléments matériels de l'environnement naturel et aux éléments immatériels du monde des idées. Elle désigne, pour une tradition donnée, les conceptualisations théoriques et ontologiques de la propriété. Elle englobe également les modalités juridiques conditionnant l'accès et le non-accès aux éléments matériels et immatériels du monde extérieur. On y inclut également les modes d'organisation sociale qui peuvent découler des réseaux de rapports sociaux ainsi tissés autour de ces éléments du monde des objets. Je me permets de formuler une question à laquelle il sera intéressant de revenir en conclusion. Était-il nécessaire de se livrer à un tel exercice, étant donné que l'on dispose déjà en doctrine civiliste et théorique de définition de la propriété? Afin d'aider à y répondre, je tâcherai de définir les contours dominants des modèles propriétaires dans les traditions inoues et civilistes. La seconde partie de cette présentation se propose de faire une incursion dans la tradition inoue en mobilisant directement des éléments provenant du bassin d'information de cette tradition. Tout d'abord, je relève que la définition proposée précédemment a été formulée dans l'intention de faire place aux conceptualisations du monde de la tradition inoue. Voici notamment 4 paramètres pris en compte dans la définition. Les conceptualisations théoriques et ontologiques,
l'accès et le non-accès aux ressources, la matérialité du monde naturel et l'immatérialité du monde des idées, les modes d'organisation sociale et les apports relationnels en découlant. La conception inoue du monde superpose deux réalités étroitement imbriquées l'une dans l'autre. La première est pragmatique. C'est la réalité perceptible grâce au sens physique. Elle est rigoureusement décrite, par exemple, dans les travaux de l'ethnologue Daniel Clément. On fait référence aux éléments naturels. Les travaux également de José Maillot et de Sylvie Vincent y font référence. D'un point de vue exégétique du droit, cette réalité serait la seule perçue et restituée dans le Code civil du Québec. La seconde réalité reconnue chez les Inuits en est une qui calque le monde physique et concret. Moins accessible que la première réalité, sa préhension implique le recours à des moyens tels que l'intuition, le rêve ou l'écoute active. C'est souvent par et grâce à cette réalité que l'on se fait une image des traditions autochtones, parfois au détriment des savoirs très concrets et pragmatiques que les nations semi-nomades ont développés du territoire, des cycles saisonniers et écologiques. Quoiqu'immatérielle, cette réalité est à distinguer du monde des idées, avec lequel on travaillera notamment en droit de la propriété intellectuelle. Ces deux réalités sont reflétées dans la langue Innu, qui distingue entre le vivant animé et le vivant inanimé. Les animaux constituent un cas particulier pour lequel il n'existe pas d'équivalent dans les catégories du droit civil. Dans la tradition Innu, ceux-ci constituent, au même titre que les êtres humains, des entités à la fois physiques et spirituelles. Ils se trouvent au centre des mythes fondateurs transmis via les mécanismes propres à la tradition orale. Autrement dit, ils évoluent eux aussi dans les deux dimensions constitutives de la réalité Innu. De là, comment se profile le modèle propriétaire de la tradition Innu? Il est d'abord et avant tout relationnel. Traditionnellement, la valeur procurée aux éléments matériels était conditionnée par leur utilité pour la survie au jour le jour. Les objets ne peuvent être exclusifs à un seul individu sous peine de mettre en danger la survie du groupe. Ce qui est valorisé, ce ne sont guère les objets matériels, ce sont les qualités personnelles de l'individu. René Boudreau, qui œuvra longtemps à titre de négociateur pour les Inuits, écrit en outre « C'étaient des nomades qui, pour des raisons d'efficacité et de compétence dans leur environnement, avaient fait le choix de la légèreté. » Cette propriété, typiquement Innu, ne pose pas son paradigme sur l'individu. Elle s'articule à partir du groupe et se spécifie ensuite aux individus. Oui, donc, surprise, oui, il fait subitement jour dans la pièce où je me trouve. Je m'excuse, c'est ça quand on tourne une capsule à divers moments de la journée. Donc ici, un simple coup d'œil sur un schéma que j'ai pensé intéressant de présenter ici parce que je trouve que d'un côté visuel, ça vient bien illustrer la manière dont moi je conçois le monde conceptuel Innu. Et il s'agit d'un schéma que j'ai construit au tout début de mes travaux de doctorat parce que j'estimais important d'illustrer de façon peut-être un peu plus concrète comment se présentait le monde conceptuel Innu, afin de bien marquer de quelle manière, sous quel angle il s'agit d'un monde qui se distingue de la façon du droit civil de concevoir la vie en général. Et par ailleurs, j'en ai construit un aussi pour le droit civil, dont naturellement, il s'agit simplement c'est seulement à titre indicatif. C'est davantage pour aider la compréhension et appuyer mon propos ici. On en arrive à la troisième partie de cette présentation, où l'on aborde la propriété sous l'angle du droit civil. Ici, tel que représenté dans le Code civil du Québec.
On a dit précédemment que le monde conceptuel Innu se constituait de deux réalités, l'une physique, l'autre subtile et immatérielle. En droit civil, le monde conceptuel restitué dans le modèle propriétaire ne prend en charge que la première réalité, c'est-à-dire la réalité physique. On dispose, grâce au Code civil du Québec, d'une définition très nette, en principe, de la propriété. L'article 947, particulièrement le premier alinéa, précise que la propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. Pour quiconque connaît l'historique théorique derrière la définition de la propriété, on sait qu'il se dissimule derrière cet article un long historique juridico-culturel propre à la tradition romano-germanique. Donc, j'en arrive maintenant à mon schéma 2, destiné à représenter la nature dans la tradition civiliste, sous l'angle particulier du droit de la propriété, particulièrement aux livres consacrés aux biens. Donc, dans ce schéma, ici, je souhaitais mettre l'emphase vraiment sur la personne physique qui se trouve au centre de la construction de la propriété, comparativement, on se souviendra peut-être, dans le précédent schéma de la tradition Innu, l'être humain était un petit élément à l'intérieur d'un double cercle. Tandis que la dynamique représentée dans ce schéma-ci est tout à fait différente. De fait, on se retrouve avec la personne physique qui est au centre, qui dispose d'un patrimoine et par laquelle elle entretient un rapport au bien. Et c'est pas pour rien que j'ai mis les ressources naturelles d'un côté de façon très linéaire, très schématique. C'était afin justement de représenter en image, si on veut, cette relation unilatérale qui caractérise la propriété de droit civil avec le monde vivant. Donc, mon objectif ici était non pas de mettre une vision l'une à côté de l'autre afin de venir à la conclusion qu'une façon de voir les choses est meilleure que l'autre. Au contraire, ce que je souhaitais mettre en exergue ici était que chacune de ces manières de concevoir la vie, de concevoir le rapport au monde extérieur par rapport à la propriété, grâce aux relations et aux modèles propriétaires, ben, chacun de ces modèles, au lieu de s'affronter, potentiellement pourrait s'enrichir l'une de l'autre. Donc, ici, simplement pour peut-être revenir sur la partie 2 et la partie 3, je crois que même si ça a été vraiment très général, malheureusement, je m'en excuse, l'un des points sur lequel je trouve qu'il est pertinent de revenir, c'est un point que je qualifierais de friction entre la bonne réception de la tradition Innu et de ses réalités par la tradition civiliste. Et il s'agit d'une friction qui, je crois, peut s'exprimer dans tout le débat autour du droit naturel. Parce qu'on l'aura remarqué, lorsque j'ai présenté dans la partie 2 le monde conceptuel Innu, on fait appel à des notions qui sont peu communes en tant que juriste à aborder, c'est-à-dire un monde immatériel, aller jusqu'à considérer l'animal comme étant un être plus que doué de sensibilité, peut-être même
potentiellement légal de l'être humain, ce qui va à l'encontre de plusieurs postulats en droit civil, et pas juste en droit civil, également dans d'autres grandes traditions juridiques. Ma définition de la propriété a été conçue dans l'objectif de permettre la comparaison entre des conceptualisations de la propriété reposant sur des paradigmes fondamentaux distincts. Il me semblait important de permettre aux conceptualisations inoues d'être adéquatement prises en charge, ce que les définitions des traités juridiques du droit privé ne peuvent faire sans forcer, à mon avis, les conceptualisations inoues à travers leur propre filtre conceptuel. J'en arrive ici à proposer quelques pistes de réponse à titre réflexif sur cette thématique. Quelle était la pertinence d'avoir œuvré à l'élaboration d'une définition de la propriété, alors qu'il y en a déjà plusieurs? Dans un premier temps, parce que les définitions usuelles que l'on retrouve dans la doctrine du droit des biens privés et en théorie juridique conceptualisent la propriété à partir de leur propre réalité juridique. En second lieu, il m'aurait semblé manifestement incorrect d'aborder le monde conceptuel inou sans au moins proposer une définition de la propriété qui puisse l'embrasser dans son entièreté. Je termine ma présentation avec un énoncé que je formule davantage, comme une question. La personne qui dispose des codes culturels de la société dominante et qui, de surcroît, est avantagée par certains marqueurs sociaux valorisés, par exemple sexe, origine ethnique, a-t-elle plus de chances d'avoir dans son angle mort l'injustice de l'autre? Sur ce, merci beaucoup de votre attention. Au plaisir.